l'enregistrement. Et donc, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier donc, de ce matin sur le e-commerce durable. On a du coup Monsieur Gilles Bonmaury de la plateforme RSE ce matin avec nous, qui va pouvoir vous parler de ce sujet, et notamment avec le rapport qu'ils ont rendu, je crois, en février 2021 sur le sujet. Donc voilà, il y aura plein de constats et d'enseignements très intéressants du coup à en retirer pour nous tous. Et ce sera suivi d'une prochaine séance le 12 avril, où là, on fera intervenir Maison du Monde, Fnac Darty, qui viendront présenter ce qu'ils font justement sur le e-commerce durable. Et on vous présentera aussi une adaptation de notre référentiel enseigne responsable qu'on a modifié justement pour s'adapter spécifiquement au secteur du e-commerce. Voilà. Écoutez, Monsieur Bonmaury, je vous laisse la parole pour la suite de l'atelier. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, j'ai un petit guide qui va aider à structurer un peu mon propos et que je vais partager avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à interrompre ce qui risque de devenir un monologue si vous ne m'interrompez pas. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de fonctionner. Ah oui, par contre, quand je partage automatiquement, je crois que ça coupe ma vidéo. Donc, voilà. Nous, on voit bien, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des questions dans le chat, je me permettrai de vous les reposer en direct. N'hésitez pas, parce que oui, avec plaisir. Je voudrais commencer par dire que j'aborde le sujet avec beaucoup de, j'allais dire d'humilité. En fait, donc je vais vous en parler. C'est un travail qui a été conduit, entre autres, par France Stratégie à partir en 2020-2021. C'est un travail qui est sur un sujet qui bouge très, très vite. Donc déjà, ma première prudence, c'est de souligner le fait que la mission qui nous a été confiée en 2020. Et on a rendu notre copie début 2021. Et donc, je voudrais souligner le fait que les chiffres datent de cette période-là. Je voudrais aussi souligner le fait que quand on se pose la question des impacts sociaux et environnementaux d'une activité, on ne peut pas le faire en chambre. Ça suppose une consultation multipartie prenante et ce n'est pas de ça que je vais parler. Donc, je le dis vraiment avec beaucoup de prudence dans ce que je vais présenter là et qui est tout à fait susceptible d'être challengé par les lecteurs. Alors, je vais procéder à… Voilà, ça marche. La question que je propose de poser, c'est celle des impacts du développement du commerce en ligne, à la fois sur… Excusez-moi, je ne sais pas si c'est un problème de mon ordinateur, mais j'entends plus rien. Allô? Oui, ouais. Effectivement. On n'entend plus rien non plus, oui. Il y a eu le petit passage juste avant, pendant 30 secondes, où on ne vous entendait plus. C'est pas grave. J'ai un plan B si ça se reproduit. Mais… Non, c'est bon, maintenant on entend. Moi, je suis restée, du coup, comme vous disiez, quels sont les impacts. Mais après, D'accord, je crois pas avoir… D'accord. Un peu à l'arrière, du coup. Merci beaucoup. De l'alerte. Bon, si ça se reproduit, je changerai d'outil. Donc, oui, comme l'a dit Benjamin, je suis secrétaire permanent de la plateforme RSE à France Stratégie, qui est une instance de dialogue entre parties prenantes sur la RSE. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on s'est tourné vers moi lorsque la mission a été confiée à France Stratégie, à l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale du ministère de la Transition écologique sur le sujet du e-commerce et des impacts du e-commerce. Et c'est dans ce contexte que j'ai eu l'occasion de travailler avec le collectif Génération Responsable, puisque la plateforme RSE a lancé une expérimentation de label sectoriel RSE, expérimentation à laquelle le collectif Génération Responsable a bien voulu participer. Et c'est aussi une manière d'illustrer la manière dont la plateforme RSE prend le sujet quand on pose la question « qu'est-ce que ça veut dire ?» s'assurer
d'améliorer les impacts environnementaux et sociaux d'une activité, la réponse, c'est d'abord de réunir autour d'une table les parties prenantes de la filière en question et de définir ensemble, à l'échelle d'un métier, à l'échelle d'une filière, le référentiel. Donc, c'est très bien qu'un référentiel suive sur ce sujet-là. Je le dis avec d'autant plus d'insistance qu'en fait, au point de départ de nos travaux, on s'est rendu compte que ça manquait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu encore un travail à l'échelle des acteurs du e-commerce sur la définition d'un référentiel de performance RSE, pour parler un peu jargon. Donc, cette expérimentation, dont je n'ai pas besoin d'insister parce que ce n'est pas le cœur de mon sujet, a amené la plateforme RSE à produire une doctrine sur ce que sont que les labels RSE utiles. Cela aidé par le législateur, puisque depuis la loi Pacte, l'existence des labels RSE, enfin c'était déjà vrai avant, mais la loi Pacte l'a redit. Il est attendu des pouvoirs publics un soutien au label RSE, notamment lorsqu'il concerne les petites et moyennes entreprises. Et ça a donné lieu à 2 publications qui sont importantes pour nous, puisqu'elles définissent la stratégie à la fois gouvernementale et la position de la plateforme RSE sur les sujets des labels RSE que vous avez en référence à l'écran, qui sont tous les 2 publiés. Donc, un rapport qui rappelle l'intention du gouvernement de reconnaître les labels RSE qui répondent à des critères de robustesse, de fiabilité, de pertinence, et aussi le bilan de l'expérimentation dont je vous parlais. Tout ça est disponible en ligne. Et je vais tout de suite à l'essentiel pour ce sujet-là. La plateforme RSE a posé quelques constats qui regardent, enfin, qui me paraissent utiles à regarder dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, un constat de jungle des labels, de profusion de labels. On a un excès de signes qui sont donnés aux consommateurs pour distinguer entre les bons et les mauvais, entre les acteurs vertueux et ceux qui ne le sont pas. Ce qui nuit à la compréhension, à la lisibilité de tout ça par les acteurs. Je pense que ce constat-là, il est partagé par beaucoup de monde, et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de rationaliser, de rendre l'ensemble de ces signaux lisibles. D'autant plus qu'ils ne correspondent pas tous à la même chose en termes de niveau de performance, en termes de moyens de vérification, en termes de sujets traités. Donc là, il y a un sujet auquel les pouvoirs publics sont attendus, enfin, sur lequel les pouvoirs publics sont attendus. La plateforme RSE a aussi souligné le fait que ça ne marche que quand on mobilise tout le monde, c'est-à-dire toute la chaîne amont-aval de valeur, toutes les parties prenantes de l'entreprise, et qu'on s'appuie sur un vérificateur, un certificateur, un tiers de confiance. Et vous avez à l'écran, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, les principes qui apparaissent pour nous, pour la plateforme RSE, comme des principes qui doivent guider, qui doivent aider les pouvoirs publics à faire le tri entre, j'allais dire, les bons et les mauvais labels. Ce n'est pas vraiment l'esprit, mais les labels qui méritent d'être soutenus et dont les entreprises labellisées devraient être distinguées. D'ailleurs, je vous rassure, nos labels respectent bien ces 10 principes. C'est cohérent avec la participation à l'expérimentation de la plateforme RSE, effectivement. En fait, j'ai souligné ce point de départ-là parce qu'on l'avait à l'esprit, enfin, dans l'exercice qui nous a concerné sur le commerce en ligne, on l'avait à l'esprit, ce besoin d'avoir des outils qui sont... de passer d'une jungle à un jardin à la française en termes de label RSE, c'est-à-dire d'avoir une visibilité, une compréhension de ce qui est offert aux consommateurs principalement, mais à toutes les parties prenantes en termes de signaux de performance RSE, et donc d'essayer d'avancer progressivement vers des engagements qui sont communs, qui sont débattus entre parties prenantes, qui sont vérifiés, compte tenu des constats qu'on a dressés. Alors, comme le disait Benjamin, on s'appuie sur un rapport qui a été effectivement publié en février 2021, qui s'inscrit dans un contexte qui est bien c'est le contexte des travaux de la Convention citoyenne pour le climat,
qui notamment soulignait la gravité de l'artificialisation des sols sur le territoire français et aboutissait à la proposition d'un moratoire des constructions, principalement visant les entrepôts commerciaux ou les zones commerciales, avec une ambiguïté sur la question de savoir si on devait regarder les entrepôts de e-commerce de la même manière. Donc la question se posait de savoir s'il était pertinent ou pas de décider d'un moratoire sur la construction des entrepôts utilisés par le e-commerce. Et c'était aussi dans le contexte de la réaction des acteurs locaux à plusieurs projets d'implantation de géants du e-commerce qui donnaient lieu à des controverses locales sur les effets que pourrait avoir la construction d'un entrepôt de très grande taille dans des zones. Il y a eu plusieurs lieux de crispation sur le sujet en France. Donc, le sujet devenait à la fois allait être traité dans l'examen de la loi climat et résilience qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et rencontrait des controverses importantes en termes d'impact sur l'environnement et également sur l'économie. Et je dis ça, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat précèdent la crise sanitaire, donc tout ce qui est l'accélération de ce mouvement de développement du commerce en ligne dans le contexte des confinements successifs n'était pas encore sur la table au moment où nous avons été saisis. Et nous avons été saisis par un nombre important de ministères, ce qui arrive, mais là, en l'occurrence, il y a 7 ministres qui nous ont saisis, à 3 organisations. France Stratégie n'est pas une inspection générale au sens strict, et 2 inspections générales, qui ont été invités à faire un bilan et à objectiver un bilan dans un contexte où, d'une part, des ONG intervenaient dans le débat public avec un plaidoyer dénonçant les effets des géants du e-commerce. Les représentants du commerce de proximité rejoignaient également ce plaidoyer. D'autres acteurs déployaient un plaidoyer inverse à la faveur des opportunités offertes par le commerce en ligne. Et donc, il y avait une difficulté à faire la part des choses et à établir un débat, un constat un peu objectivé de l'état du commerce en ligne en France. Donc, on a fait ce travail d'objectivation, à la recherche d'un point d'équilibre et en s'appuyant sur toutes les sources qui sont à la disposition des inspections générales des ministères, pour aboutir à quelques jalons que je vous propose ici. Alors d'abord, l'importance du commerce en ligne et de son développement. Donc encore une fois, ce sont des chiffres qui ont maintenant 2 ans. Et j'ajoute que ce sont des chiffres qui sont paradoxalement pas si simples à trouver parce que la principale source, c'est la Fédération du e-commerce, la FEVAD, qui produit beaucoup de données, mais qui relève de données produites par les acteurs, pas par la statistique publique. Et l'INSEE travaille avec les données de la FEVAD. Il y a peu de données produites par la statistique publique sur le sujet. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a une croissance du commerce en ligne qui est beaucoup plus importante que le commerce traditionnel, 10 fois plus importante, que ça représente aujourd'hui effectivement 112 milliards d'euros par an, enfin aujourd'hui, il y a 2 ans, que la part du e-commerce dans le commerce de détail reste de 13%, donc minoritaire évidemment, que cette part-là, elle nous rapproche du marché américain, elle est un peu en dessous, enfin même significativement en dessous de la part que représente le e-commerce par exemple au Royaume-Uni ou en Chine. Et ce que vous voyez avec ce graphique qui n'est pas très joli, mais qui cherche à être clair, c'est que la part du commerce en ligne dans le commerce de détail augmente progressivement et va évidemment être amenée à continuer à progresser. Et si je le souligne, c'est parce qu'il y a une forme de parallèle historique qui est soulignée par les acteurs du commerce entre ce que le e-commerce fait aujourd'hui aux acteurs du commerce de détail par rapport à ce que la grande distribution a pu faire au commerce de centre-ville dans les années 70 et qui a donné lieu aux encadrements qu'on connaît à la loi Royer. Donc, cette bascule-là, elle résonne à l'esprit des experts du commerce comme une espèce de deuxième transition après la première qui est celle de la grande distribution.
Alors, quand on regarde quels sont les potentiels de développement, évidemment, on comprend que le e-commerce répond à une demande qui est notamment celle de l'accroissement de l'individualisation des besoins. Une des caractéristiques fortes du e-commerce, c'est le nombre de références offertes aux usagers. Donc là, on donne l'exemple d'Amazon, hein, qui propose 200 millions de références, ce qui est une première explication de l'intérêt des consommateurs pour ce type de consommation. C'est que la variété des références offertes aux consommateurs est infiniment plus importante que ce qu'ils trouvent en commerce de détail, de proximité. Une des caractéristiques, c'est aussi qu'il y a une très très forte diversité des acteurs et une cohabitation entre des sites très spécialisés du e-commerce et des majors. On a, et c'est aussi une explication évidente du succès, un effet baissier sur les prix, puisque bon, la concurrence étant plus élevée, les prix le niveau de concurrence a cet effet sur les prix. Et les représentants des consommateurs que nous avons rencontrés soulignent que dans l'ensemble, les consommateurs sont satisfaits du haut niveau de service qu'on trouve sur le commerce en ligne. Alors, quand on regarde les panels, on constate que le potentiel de développement continue enfin, il y a toujours une marge, notamment chez les plus de 65 ans qui sont aujourd'hui, il y a une coquille à l'écran, ce n'est pas 51% des acheteurs, mais 51% d'acheteurs en ligne, ce qui veut dire que la moitié des plus de 65 ans n'achètent pas en ligne. C'est sans doute une marge de progression. Et il y a une marge de progression sur l'alimentaire dans lequel le commerce en ligne affiche un retard par rapport au reste du commerce non alimentaire. Et puis, on voit aussi qu'il y a une résistance d'une fraction de la population qui est assez difficile à chiffrer, entre 10 et 30%, soit en raison de la fracture numérique, mais aussi éventuellement par choix. Donc, l'ensemble de la population n'y recourt pas. Ce qui est un constat assez évident, mais qui pose un peu le sujet, hein, c'est que les acteurs du e-commerce sont très variés dans leur modèle économique. On a des acteurs qui sont des pure players qui ne sont pas établis en Europe. On a des acteurs qui sont des pure players qui sont établis en Europe. On a des pure players françaises qui nous distinguent. On a des grandes sociétés qui sont des commerçants historiques qui ont investi le e-commerce et qui ont trouvé une place importante. Ce qui fait que, contrairement à d'autres pays, le leader du marché n'occupe en France que un peu plus de 20% de part de marché, ce qui est très en dessous de ce qu'il occupe, par exemple, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Espagne. La concentration se traduit quand même par un chiffre qui dit à peu près tout, c'est que 1% des sites du e-commerce concentrent 75% du chiffre d'affaires total. Dans un paysage qui compte environ 200 000 sites. Bon, ça, c'est le paysage de l'état actuel du e-commerce. Et la question qui nous était posée, c'était d'objectiver ça et de regarder quels étaient les impacts à la fois sur le plan environnemental et sur le plan de l'emploi et sur le plan de l'économie locale. Et alors, on se demande, en termes d'impact environnemental, quel impact ça peut avoir sur la construction des entrepôts, puisque c'était un point de crispation qui a suscité la saisine. Et ce que l'on observe progressivement sur ces dernières années, c'est d'abord l'accélération de la construction d'entrepôts en surface. Donc, la quantité de surface d'entrepôts construites a doublé en 5 ans. Donc, ça, c'est une réalité observée. Ce qui veut dire que la part de ces entrepôts dans le foncier économique global augmente aussi, et la taille moyenne des entrepôts augmente aussi, c'est-à-dire qu'on est passé sur des constructions qui sont de plus en plus des constructions d'entrepôts de grande surface, ce qui a un impact évidemment en termes d'artificialisation des sols. Alors, il faut quand même relativiser aussi cet impact-là. La simple construction d'entrepôts ne représente pas 1% de l'artificialisation globale du territoire français. C'est principalement la construction qui explique l'artificialisation des sols, même si, compte tenu de la surface de ces entrepôts, là où ils sont construits, ça a un impact important environnemental, évidemment.
puisqu'on a affaire à des entrepôts qui occupent une surface très importante localement. Et puis, ça ne concerne pas tout le territoire de la même manière, mais ça, c'est logique. C'est-à-dire que les entrepôts se situent dans les zones qui sont les plus denses et les zones qui sont des grands bassins de consommation, donc que vous trouvez par contraste à l'écran. C'est donc dans ces zones-là que la demande de surface et le risque d'artificialisation est logiquement le plus important. On s'est posé la question de la manière dont les livraisons étaient impactées, dont les flux de livraison étaient impactés, avec un nombre très significatif de colis livrés, avec des pics d'activité, notamment en période de fête, ça ne surprendra personne. Et puis, on s'est posé la question aussi de savoir comment les produits étaient livrés, c'est-à-dire quelles étaient les options choisies par les consommateurs. Et on observe que très majoritairement, les clients demandent la livraison à domicile avec une livraison en point relais qui arrive avec, en deuxième position, les autres solutions étant beaucoup moins souvent utilisées. Et c'est un sujet important puisque les impacts environnementaux de la livraison dépendent des modalités de retrait. Ce n'est pas la même chose d'un point de vue environnemental d'aller retirer en click and collect ou d'être livré évidemment à domicile. Alors, on a travaillé à partir de là pour essayer de comprendre le bilan environnemental de cette activité, ce qui n'est pas simple du tout. D'abord parce que si on s'intéresse à la production de gaz à effet de serre, la plupart du bilan en gaz à effet de serre de la production et de la vente d'un produit porte sur l'étape 1, l'étape de la production. Ce qui veut dire que la livraison du produit a un faible impact en termes environnementaux par rapport à sa fabrication, notamment parce que dans le commerce en ligne, on a une forte part de produits qui sont importés, et importés notamment dans des pays qui impliquent, compte tenu du mix énergétique, une très forte empreinte carbone. Et donc l'empreinte carbone des produits qu'on achète, la part la plus importante de cette empreinte carbone se situe au niveau de la production. Ce qui veut dire que quand on essaie de faire la différence entre le bilan environnemental du commerce en ligne versus le bilan environnemental d'un commerce en magasin, c'est le petit schéma que vous avez à l'écran, les étapes où il y a une différence entre le commerce en ligne et le commerce en magasin sont des étapes qui pèsent peu dans le bilan gaz à effet de serre de cette activité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuance, et c'est notamment autour des modalités de livraison qu'il y a une nuance, mais il y a déjà ce premier point d'attention qui doit être mis en évidence. Et ensuite, c'est la livraison qui compte. Et alors, la livraison, on essaye de regarder tous les faits objectivables sur le sujet. Alors, ce qu'on peut objectiver, c'est le fait que la distance à parcourir entre l'entrepôt et les centres-villes a augmenté tendanciellement, ce qui s'explique simplement par la disponibilité du foncier. On observe que les livraisons se font de plus en plus à domicile et de plus en plus avec une fréquence en hausse et de plus en plus, et là c'est important, avec des paniers qui sont tendanciellement plus faibles. Vous avez le petit schéma en croix qui vous montre ça en 10 ans. On voit que d'une part, le panier moyen baisse la somme correspondant à un panier moyen baisse au moment où le nombre d'achats par mois augmente. Et ça a un impact évident en termes de livraison, puisque d'un point de vue environnemental, plus il y a de livraisons distinctes, plus le bilan environnemental est lourd, et plus les livraisons sont réunies et rassemblées, plus ce bilan sera faible. Modulo énormément de conditions sur les modalités de livraison, sur l'optimisation de la livraison, et c'est toute la complexité de cet exercice de mesure qui, en plus de ça, résulte du modèle économique de la livraison. C'est un modèle de l'économie de marge, de l'économie très
liées à l'optimisation. La livraison, c'est un métier de l'optimisation, et c'est un métier de l'optimisation à la chasse contre le vide dans les camions, qui correspond aussi à une optimisation économique et qui correspond aussi à une mutualisation du point de vue de l'environnement. Donc, dans un schéma idéal où toutes les livraisons étaient parfaitement optimisées, le fait qu'on ait beaucoup de colis petits ou des grands colis, ça ne changerait pas grand-chose. Le problème étant que plus on accélère la cadence, moins les solutions d'optimisation sont possibles, moins l'optimisation est efficace. Donc, le bilan carbone d'une livraison, je le disais, dépend de l'optimisation de ce remplissage, évidemment. Et même s'il est très, très difficile d'objectiver définitivement et que des études contradictoires sont publiées sur le sujet, on souligne que les livraisons ultra rapides, donc les livraisons à moins de J+1, ont forcément des impacts environnementaux plus importants. Alors, je dis forcément, des acteurs ont souligné le fait que les livraisons express étant faites en vélo cargo, elles n'ont pas d'impact en gaz à effet de serre, ce qui est exact. Donc, ça dépend évidemment de la nature du véhicule utilisé. Mais dans l'ensemble, si on se base sur un véhicule classique, plus le rythme de livraison est important, moins l'optimisation est possible et donc plus l'impact environnemental est lourd. On s'est posé la question de l'impact sur l'emploi parce qu'une des critiques du commerce en ligne est qu'il détruit de l'emploi. Et alors, là aussi, c'est évidemment difficile de faire les liens de cause à effet entre les évolutions de l'emploi et les évolutions de l'emploi dans le e-commerce. Alors, ce qu'on observe, c'est que le commerce est un secteur qui crée de l'emploi, qui crée moins d'emplois depuis que le e-commerce se développe. Alors, ce n'est pas une démonstration de causalité, mais c'est quand même une concomitance qui est observée et qui crée de l'emploi notamment dans les commerces qui sont peu concurrencés par le commerce en ligne. Et il y a une logique à cette évolution concomitante, c'est que le commerce en ligne est un secteur moins intensif en emploi que le commerce physique. Et donc, c'est logique que lorsqu'une part de l'activité de commerce bascule sur le commerce en ligne, c'est un effet négatif sur l'emploi. Et à côté de ça, sans que ça corresponde au même type d'emploi ni au même type de qualification, il y a une activité qui a explosé dans la même période, c'est la logistique et notamment les activités de poste et les activités de gestion des entrepôts. Qui ne relèvent pas que du e-commerce, mais qui relèvent aussi du e-commerce. Donc, il y a un effet croisé avec un effet négatif sur le commerce de détail et un effet positif sur le commerce dans la logistique qui est observé sur une longue période. Avec quelques points d'inquiétude que nous avons mis en évidence dans le rapport. Alors, une observation sur le modèle économique général du commerce en ligne qui a pour effet de donner le sentiment d'une gratuité de l'acte qui revient en général au consommateur, qui consiste à se déplacer sur un lieu de vente et à constituer son colis. Ça, la préparation du colis et la livraison qui, dans le commerce traditionnel, est à la charge du consommateur, devient à la charge du commerçant en ligne, avec un phénomène qui est souligné par les livreurs notamment, hein, de sentiment de gratuité d'une activité qui est pourtant une activité commerciale réelle. Cela a pour effet de réduire les marges, donc de travailler sur le taux de rentabilité, évidemment, et donc de travailler sur la recherche de productivité. Ce qui potentiellement, évidemment, a des impacts. Alors, la question de l'automatisation qui est souvent soulignée par les acteurs qui mettent en évidence les dangers de ce développement du commerce en ligne doit aussi être regardée. Alors, avec plusieurs peut-être fausses idées reçues, enfin plusieurs idées reçues. D'une part, le fait que les entrepôts sont très peu à être automatisés aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus nombreux à être mécanisés, mais ce n'est pas la même chose en termes d'intensité de l'emploi. Et il y a quand même évidemment un risque à moyen long terme si cette automatisation se traduit par la destruction des emplois créés dans le champ de la logistique et des entrepôts. Donc, une raison d'être préoccupé par ces perspectives.
Un autre sujet d'attention qui était mis en évidence par les acteurs, c'est l'impact que le modèle économique du commerce en ligne peut avoir sur les vendeurs tiers qui font appel à des plateformes de vente, notamment dans le contexte où des PME soulignaient le fait que, en fonction de référencement ou de déréférencement, le modèle économique des PME était très fragilisé par des décisions qui relèvent des algorithmes des plateformes. Donc ça, c'est un constat établi et souligné, notamment par les représentants des PME, qui a donné lieu à la signature d'une première charte entre les acteurs du e-commerce et les PME en 2019. Donc vous avez ici un rappel et qui exige des signataires de cette charte un traitement équitable et équilibré de cette relation commerciale entre les vendeurs tiers et les plateformes. Il y a un autre type de concurrence mise à mal par le modèle économique du commerce en ligne, qui est que certains groupes, et notamment les leaders de ce marché-là, sont notamment rentables en raison d'activités qui ne sont pas des activités du e-commerce, mais d'autres activités, ce qui permet d'assurer une position sur un marché à très faible rentabilité. Et donc, on a des concurrences entre des modèles économiques très, très différents, ce qui contribue à tendre la concurrence entre les différents acteurs de la filière. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, on se pose la question de savoir comment est-ce que ces acteurs s'engagent dans la maîtrise de leurs impacts sociaux et environnementaux. Donc, c'est un travail qu'on a fait de manière un peu systématique, mais en ne pouvant pas être exhaustif, évidemment, notamment parce qu'il n'existe pas de cadre défini par la filière pour mesurer les engagements sociaux et environnementaux des acteurs du e-commerce. Donc, le regard que nous avons eu sur les acteurs du e-commerce en allant tout simplement sur les sites Internet, sur les déclarations de performance extra-financière et en regardant outil par outil lesquels avaient pu être rejoints par des acteurs du e-commerce, on observe que d'abord, il n'y a pas donc de structuration de la filière en termes de dialogue entre parties prenantes sur la RSE pour l'instant, que les signatures d'engagement se font de manière assez dispersée. Vous avez à l'écran un tableau qui a à la fois l'avantage de montrer la diversité des engagements, mais qui a de gros défauts, notamment le fait qu'on a choisi des acteurs du e-commerce, mais de manière pas du tout exhaustive, évidemment, et en fonction de la disponibilité des données. Et donc, la liste des entreprises est assez arbitraire et pourrait tout à fait être critiquée, de même que la liste des initiatives rejointes par les acteurs du e-commerce est également assez largement arbitraire, mais c'est une manière de montrer que le nombre d'engagements pouvant être rejoints par les acteurs du e-commerce aujourd'hui est important, que certains acteurs veillent à être toujours présents, d'autres moins, et que l'ensemble de ces engagements-là sont assez donnent peu de visibilité, sont assez peu structurés à l'échelle de la filière. Si on regarde très attentivement les déclarations de performance extra-financière ou les déclarations sur les sites web des entreprises, on observe que les enjeux climat, et c'est sans doute aussi un effet global de l'économie aujourd'hui qui met en avant l'enjeu climat avant les autres, sont les plus traités ou les mieux traités, et que les enjeux des relations entre partenaires commerciaux, donc entre donneurs d'ordre et fournisseurs ou entre plateformes et vendeurs tiers, sont également parmi les sujets les plus traités. Vous voyez que aujourd'hui, les acteurs du e-commerce peuvent rejoindre, alors ils rejoignent la FEVAD par exemple, ce qui implique quand même il y a une charte de déontologie liée à l'adhésion à la FEVAD. Certains rejoignent le Global Compact France, certains rejoignent le Club Déméter qui porte sur la logistique durable. En termes de transparence sur leurs impacts sociaux et environnementaux, tous ont une page sur le site Internet, tous ne publient pas de déclaration de performance extra-financière, notamment parce que tous ne sont pas tenus à le faire, s'ils sont enregistrés en SAS par exemple. Plusieurs utilisent des labels. Donc, dans label RSE ou label thématique, on aurait pu retrouver les labels du Club Génération Responsable, par exemple.
Plusieurs mettent en avant leurs notes par des agences de notation extra-financières. Et puis, il y a toute une liste d'engagements thématiques. Alors, dans le champ de l'environnement, il y a eu les engagements des accords de Paris, il y a les engagements gérés par l'ADEME, il y a les engagements du numérique responsable, il y a des engagements gérés notamment par Entreprises pour l'environnement sur la biodiversité, il y a un pacte gouvernemental sur la lutte contre les emballages plastiques. Tous ces engagements-là ponctuels peuvent être rejoints. D'autres sur la dimension sociale, lutte contre les discriminations, articulation vie privée, vie professionnelle. D'autres sur les relations fournisseurs ou relations avec les vendeurs tiers. Tous ces engagements-là sont donc pris en ordre très dispersé, sans structuration de la filière, que ce soit par les acteurs de la filière ou par les pouvoirs publics. Ce qui a amené la mission, donc la mission constituée de trois institutions, dont France Stratégie, a proposé de constituer un label. Alors, cette proposition-là, d'abord, n'a pas été retenue, c'est le premier élément, mais surtout permettait d'identifier les thèmes sur lesquels il y a matière à souhaiter un engagement plus fort des acteurs du e-commerce en termes d'impact social et environnemental. Donc, le label qui est décrit dans le rapport comprend plusieurs niveaux de performance, donc, comme on connaît parfois dans certains labels, et sur plusieurs thèmes qui concernent l'information du consommateur pour permettre au consommateur d'être lui-même l'acteur de la vertu de son achat, ce qui veut dire l'affichage du coût social et environnemental tel qu'il est prévu qu'il soit affiché dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire, ce qui veut dire la possibilité de proposer aux consommateurs différents délais de livraison en affichant les conséquences que cela peut avoir sur l'impact environnemental de la livraison. On y a ajouté des engagements des e-commerçants qui auraient rejoint ce label sur l'abstention d'afficher que la livraison est gratuite, puisque plusieurs acteurs ont mis en évidence le fait que cette formule livraison gratuite d'abord avait un impact assez négatif sur les livreurs eux-mêmes et un impact négatif sur les comportements d'achat, puisque le sentiment est que la livraison n'a pas d'impact. Or, la livraison a un impact non seulement social et économique, mais aussi environnemental. On recommandait dans ce label le fait de s'abstenir de proposer des livraisons express. Alors, je souligne le fait que ce rapport a été publié avant l'apparition dans certains centres-villes d'offres de livraison, je ne sais pas s'il faut dire express à ce stade, mais enfin immédiate, qui en termes d'impact environnemental, évidemment, percute complètement ce qu'on vient de dire, puisqu'une livraison immédiate, ça a un impact environnemental plus important, puisque ça ne permet évidemment pas l'optimisation du dernier kilomètre. On proposait également des engagements sur la gestion de l'emballage en termes de chasse au vide. Alors, la chasse au vide, on n'a pas beaucoup de difficultés à obtenir ça des acteurs du e-commerce parce que ça répond aussi à une optimisation des volumes de véhicules et donc à une optimisation économique du coût de la livraison, mais aussi des engagements en termes de recyclage et de recyclabilité ou de réutilisation des emballages. On souhaitait également promouvoir l'origine des produits, et notamment le Made in Europe, notamment parce qu'un des travaux dont je n'ai pas parlé, parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais que nous avons exploré dans l'avis, c'est les enjeux fiscaux, puisqu'il y a une différence évidemment de traitement fiscal des acteurs en fonction de leur modèle économique. Et enfin, on proposait dans ce label des engagements de transparence, donc l'engagement par exemple de publier une déclaration de performance extra-financière, même si l'entreprise ne rentre pas dans la catégorie de celles qui doivent, selon le code de commerce, en publier une. On voulait une transparence sur les surfaces utilisées et sur la certification des bâtiments de ces surfaces, et un reporting annuel sur les différentes modalités de transport utilisées pour le transport des marchandises. J'en parle parce que ça permet d'avoir les items qui ont paru à la mission, ceux qui
permettent d'aller vers un développement plus durable des activités de commerce en ligne. Mais encore une fois, c'est une proposition de label qui a été posée dans cette mission, qui est donc du domaine public, mais qui n'a pas été utilisée telle qu'elle. En revanche, à la remise de notre rapport en février 2021, le gouvernement, donc les 7 ministres, ont demandé, alors à France Stratégie, donc je m'y suis investi, et à la Fédération professionnelle France Logistique, de tirer de ce premier bilan publié en février des engagements volontaires des acteurs du commerce en ligne et de la logistique. Travail que nous avons conduit entre février et juillet 2021 avec 2 types d'acteurs. Donc, d'une part, les constructeurs d'entrepôts, représentés par la fédération Afilog, et d'autre part, des acteurs du e-commerce réunis par la FEVAD. Et ça nous a permis d'aboutir en juillet, alors non pas à un label, mais simplement à une charte d'engagement. Alors, je dis simplement, je souligne qu'une charte d'engagement, ça a des impacts en droit, puisque c'est des engagements qui sont pris publiquement, et donc le non-respect de ces engagements peut donner lieu à des procédures judiciaires pour pratiques commerciales trompeuses ou publicité mensongère. Donc, je dis ça parce qu'en général, quand on parle de charte, il y a l'idée que c'est du pur greenwashing, c'est de la déclaration sans conséquence. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on parle de charte, il y a quand même un engagement ferme qui est pris. Mais ça n'a évidemment pas la même vertu qu'un engagement qui serait vérifié par un tiers. Ça, c'est tout à fait évident. Et la négociation de ces engagements-là a pris donc un peu de temps, puisque c'était entre février et juillet. Ça s'est fait concomitamment du débat à l'Assemblée nationale et au Sénat de la loi climat et résilience. Et ça a donc permis aux parlementaires et au gouvernement d'ajuster leur position en fonction de ces engagements aussi. Et ça renvoie au même thème que ceux que je vous ai présentés, qui résultent des travaux de la mission, avec des niveaux d'engagement qui sont potentiellement moins durs à atteindre, puisque le niveau d'engagement du label tel qu'on l'a présenté dans le rapport de la mission était un niveau élevé, qui n'aurait pas permis aux entreprises de signer immédiatement les engagements auxquels on a abouti en juillet 21. Alors, je veux dire aussi que les engagements auxquels on a abouti en juillet 21 ont été signés par plusieurs acteurs, pas par tous, et notamment pas par le leader du marché. Et ça veut peut-être dire quand même que ces engagements sont substantiels, puisque le plus grand acteur du e-commerce qui a participé aux discussions a fini par indiquer qu'il ne pouvait pas se joindre à la liste des signataires. Et alors, je rentre un peu dans le détail de ces engagements qui ont pu être pris, parce qu'ils soulignent les sujets sociaux et environnementaux qui peuvent justifier une attention particulière dans le champ du e-commerce, et qui rejoignent ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un enjeu sur l'information du consommateur, qui se traduit par l'idée d'informer le consommateur sur l'impact environnemental de la livraison, ce qui a d'autant plus d'intérêt qu'on proposera aux consommateurs plusieurs modalités de livraison, que ce soit en termes de plusieurs véhicules ou plusieurs délais de livraison, et on va lui indiquer le choix qui a en moyenne le plus faible impact sur l'environnement, ce qui n'est, encore une fois, pas simple du tout, notamment, comme je vous le disais, quand la vitesse de livraison a un impact sur le véhicule utilisé, et quand les livraisons très express utilisent des véhicules vélo-cargo, par exemple, ou des véhicules électriques d'une flotte plus moderne qui a un impact différent. On a un engagement qui est important, puisqu'il a donné lieu à beaucoup de débats sur la gestion des retours, parce que le retour, c'est une nouvelle livraison, donc en termes d'impact environnemental, on devine bien que ça a un impact lourd. Ça a d'ailleurs donné lieu à des controverses et à des émissions d'Élise Lucet il y a quelques mois. Et du coup, la question se pose de savoir comment limiter les retours, sachant que le retour relève aussi du droit de la consommation, de la possibilité de renvoyer un bien qui a été commandé à distance.
Mais il y a aussi des acteurs qui sont susceptibles d'encourager les consommateurs à commander, par exemple, plusieurs tailles d'un même vêtement pour n'en garder qu'un, ce qui a un impact important sur l'environnement. Et donc, le fait de s'abstenir de cet encouragement-là fait partie des engagements qui ont été obtenus. Bon, il y a des engagements qui sont plus évidents et plus faciles à atteindre, notamment celui de respecter les consignes de tri et les consignes de réemploi et de les réindiquer aux consommateurs. On propose également les acteurs qui ont signé cette charte d'engagement s'engagent aussi à faire en sorte que dans la consultation du catalogue de vente soient distingués des produits qui sont plus vertueux d'un point de vue environnemental. Donc ça peut être à travers la distinction des produits qui sont potentiellement plus proches ou importés, ou dont la performance environnementale a pu être vérifiée par un label particulier, ou parce qu'il y a un indice de réparabilité plus favorable, ou parce qu'on a affaire à des biens de seconde main. Mais en tout cas, l'idée est de permettre aux consommateurs d'avoir un indice sur le bilan environnemental du produit donné dans la consultation du catalogue. J'ai une petite question sur cette charte. Est-ce Oui, que du coup, il y a une temporalité sur laquelle justement les signataires se sont engagés pour mettre en œuvre toutes ces actions? absolument. Il y a une temporalité. Donc cette charte est disponible en ligne. Hein. Elle est... Alors, elle est... Je n'ai pas la version imprimée totale sous les yeux. Elle n'est pas très longue hein, par ailleurs, puisque c'est juste la liste des engagements. Mais il y a effectivement des engagements de date. Alors, il y a un engagement de date global et lorsque les acteurs l'ont souhaité, certains des engagements, comme c'est le cas là par exemple sur les volumes des emballages, font figurer une date spécifique. Ce qui a, l'ensemble a été discuté parce que certaines des dispositions, même si chacun était d'accord pour les faire, supposaient un ajustement des systèmes de production et des systèmes d'information des acteurs. Et donc, il y a effectivement des délais pour que les acteurs se mettent en conformité avec les engagements. Et j'y viendrai à la fin, il y a par ailleurs un suivi qui est organisé de la mise en œuvre de cette charte. Donc, on n'est pas du tout dans le champ d'un label, puisqu'il n'y a pas de vérification par un tiers de confiance, mais il y a bien un suivi des engagements. Mais là aussi, j'en parle d'ailleurs, je souligne le fait que j'ai contribué à la négociation de ces engagements, donc j'en parle bien volontiers, mais ma mission s'est terminée en juillet 2021 et ces engagements vivent entre la Direction générale des entreprises, la FEVAD, le Commissariat général au développement durable, qui sont les administrations qui sont chargées de mettre en œuvre le suivi et la publication régulière des indicateurs. Enfin, mais de toute façon, tous ces données-là, c'est d'ailleurs non d'intérêt que parce qu'ils sont publics. Donc, sont publics et non d'intérêt que parce qu'ils sont publics. Vous avez des engagements en termes d'emballage, donc ça correspond à ce que j'ai déjà pu aborder, hein, la chasse au vide, la fabrication d'emballages sur mesure. Alors, ça suppose soit un équipement, soit un approvisionnement des modalités d'emballage spécifiques. Potentiellement l'utilisation de contenants réutilisables. Il y a plusieurs expérimentations en cours sur le sujet. Et l'idéal étant de ne pas avoir d'emballage de livraison, mais d'avoir un emballage producteur qui est compatible avec les contraintes de livraison. Et on demande aussi que les emballages de livraison soient tous recyclables. Alors, il y a eu un débat sur la question de savoir si les étiquettes collées sur les emballages étaient elles-mêmes recyclables. Apparemment, pas toutes. Et donc, on parle d'emballages en matière principale recyclée, recyclable ou réutilisable. Recyclable, ça veut dire qu'on peut avoir un emballage qui n'est pas construit en matière recyclée, mais qui peut être traité dans un dispositif de tri et de recyclage. J'ai une question dans le chat
Oui, pardon. Excusez-moi. Il y a du coup Anne-Danielle de Noroto qui demande s'il est encore possible de devenir signataire de cette charte. Alors, je pense que oui, tout à fait. Ma difficulté, c'est que je ne suis pas la porte d'entrée pertinente pour le sujet, et je crois que la bonne porte d'entrée sur le sujet, c'est le service des entreprises du Commissariat général au développement durable, dont je pourrais donner les coordonnées. Oui, si vous pouviez me donner les coordonnées, comme ça je les transmettrai aux enseignes. Ah bah, c'est parfait. Oui, oui, l'idée, c'était qu'il y a une première salve de signataires qui vont apparaître à l'écran là. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui ont signé en juillet, avec un grand absent d'une certaine manière, comme vous le voyez, et d'autres grands présents. L'idée est effectivement que cette charte puisse être rejointe par d'autres acteurs à la suite de ce premier effort de signature. Comme toute charte d'engagement, elle a vocation à vivre à la suite de bilans c'est une modalité d'action qui est assez connue dans le champ de la RSE, et donc on a des chartes thématiques qui donnent lieu à des bilans et à des redéfinitions, des compléments ou des niveaux d'exigence qui évoluent au fil du temps. Je vais juste terminer le panorama parce que c'est assez court, il y a 10 engagements. Et le 10e, c'est le suivi. Donc, en fait, il y a 9 engagements sur le fond. Il y a 3 engagements qui portent sur la logistique, donc entrepôt et livraison. Le premier est articulé avec les engagements demandés aux fabricants d'entrepôts. Donc, au fond, le premier ne fait que faire écho à un engagement pris par les professionnels de la fabrication d'entrepôts qui se sont tous engagés à ce que les nouveaux entrepôts construits à compter de juillet 2021 soient tous certifiés par un niveau minimal d'une des 3 certifications. De fait, c'est une pratique du secteur, donc ça ne fait que confirmer l'intention du secteur d'avoir un niveau de performance environnementale certifié pour l'ensemble des nouveaux bâtiments. Pareil, en termes de livraison, on demande aux signataires d'être un peu en avance sur la loi en termes de publication des véhicules à faible émission. Et en alternative, on leur demande de s'engager dans la démarche FRED 21 de l'ADEME, qui est une démarche là aussi de mesure et de transparence sur l'impact environnemental de la livraison. Et puis, une dernière proposition qui correspond aussi à l'intérêt économique des acteurs, donc qui n'est a priori pas compliqué, même si ça suppose potentiellement une réorganisation des pratiques, c'est le fait de regrouper systématiquement l'expédition des produits. Parce que je ne sais pas si vous êtes vous-même consommateur dans le domaine du e-commerce, mais il arrive souvent que la consommation d'un panier de biens donc en une fois, donne lieu à plusieurs livraisons de colis chez vous. Et pas toujours pour des raisons de gabarit. Et ça effectivement, ça ne fait que doubler l'impact environnemental d'une livraison. Donc la proposition est de veiller à regrouper autant que possible, donc dès lors que la disponibilité des stocks et l'entreposage le rendent possible, les produits commandés en même temps. Et le 10e engagement de cette charte, c'est le suivi, donc, qui donnera lieu à une publication annuelle de l'atteinte de ces engagements et qui sera assurée par l'État. Donc c'est les engagements qui sont issus de ce bilan-là et de la volonté de l'accord sous l'égide donc des ministres concernés. Là, vous aviez la ministre de la Transition écologique et le ministère de Cédric O était représenté. Qui ont souhaité mettre en avant ces engagements-là, parallèlement au débat parlementaire sur la loi climat et résilience, qui, du coup, n'a pas eu a abouti sans que soit envisagée la proposition de moratoire dont je vous parlais en début d'intervention. Et alors, je me rends compte que j'ai été quand même très très long, mais je suis arrivé à la fin de mon intervention, ce qui va me permettre peut-être de vous voir dans un
J'arrête là le partage, en espérant que tout le monde est encore devant son écran. Donc, j'insiste sur le fait que ce travail-là, d'abord, il est déjà un peu daté, que ce travail-là, il est le résultat de... Alors, on a conduit 220 auditions pour le rapport, ce qui est... C'est juste un chiffre, mais c'est quand même conséquent. Ça veut dire qu'on a vraiment voulu voir tout le monde, ce qui était à la fois un besoin, parce qu'il fallait comprendre un sujet qui est compliqué, et c'était aussi un besoin pour légitimer un peu ces travaux, parce que vous trouverez assez facilement des études très contradictoires sur ces enjeux des impacts sociaux et environnementaux du e-commerce, certains portés par des ONG, d'autres portés par des acteurs du e-commerce, et c'est normal qu'il y ait des contradictions. De toute façon, la controverse fait partie de la RSE aussi, hein. Mais notre souci a été d'essayer d'objectiver au maximum les informations qu'on pouvait mettre en avant. C'était aussi l'intérêt d'ailleurs d'être plusieurs types d'organisations ensemble, puisque, encore une fois, c'est un travail qu'on a conduit avec l'Inspection générale du ministère des Finances et l'Inspection générale du ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si j'ai... Parfait, merci beaucoup, Gilles. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à compléter peut-être pour venir du coup renforcer les propos qui ont été tenus? Je vous laisse la parole. Oui, bonjour Gilles, Thomas de Société Courir. J'ai une question relative au pilotage plus global des actions RSE. Vous avez évoqué la jungle des labels qui est une certitude aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des projets, je pense notamment aux travaux de l'Union européenne à horizon 2024 sur une uniformisation, et tenter de fixer des critères non plus sectoriels, mais un peu globaux de la RSE? Oui. Oui. Alors, on pourrait dire les choses sous un angle... je parlais de confrontation d'intérêts divergents, on est complètement là-dedans. Se joue à la faveur de la révision de la directive sur le reporting extra-financier à Bruxelles une bataille, une mise en tension entre deux objectifs qui peuvent être contradictoires, qui sont l'objectif d'adapter la mesure de la performance RSE au modèle d'activité, à la taille et même au territoire de l'entreprise, ce qui est l'enjeu de la matérialité. C'est jargonnant, mais ça veut dire en gros quels sont les sujets qui sont intéressants compte tenu de l'entreprise. Ça, c'est un objectif. Et un objectif qui est quasiment contradictoire avec le premier, c'est celui de comparer, donc la comparabilité entre les données. Et c'est l'intérêt des marchés, notamment financiers, que de pouvoir effectivement aller vers le tableau Excel dont tout le monde rêve, avec tous les indicateurs en colonne et toutes les entreprises en ligne pour pouvoir faire des tris de performance avec des indicateurs homogènes. Je crois que ce tableau Excel dont tout le monde rêve, il était déjà dans les esprits avec la loi 2001 sur les nouvelles régulations économiques qui ont un peu inventé le rapport RSE en France, puis dans le Grenelle quand on a commencé à définir les 40 catégories de thématiques, et la bataille sur la nécessité d'avoir des indicateurs adaptés à l'entreprise, à son métier, à sa taille, à son modèle économique, a fait que c'était un peu l'arlésienne. Et on y arrive quand même, puisque, effectivement, sous l'égide de l'EFRAG, donc l'Union européenne, est en train de structurer, et aussi à la faveur du plan de relance, et donc de la nécessité de construire une taxonomie, d'abord environnementale, puis potentiellement sociale, ça a donné lieu je dirais que la comparabilité a un peu gagné versus la matérialité. Donc, on est en train d'aller vers des indicateurs qui sont homogènes, comparables, uniques, qui seront en plus accessibles à travers le point d'accès unique européen, dont la plateforme Impact du gouvernement, impact.gouv.fr, est une forme de potentiellement peut-être une préfiguration. Et donc, progressivement, on va aller effectivement vers des indicateurs qui sont peut-être plus homogènes, permettant plus facilement la comparabilité. Mais là, on parle de reporting.
Donc, le reporting, il sera a priori, il ne concernera que les entreprises concernées par le reporting. Donc, le seuil descend à 250, donc ce sera beaucoup plus de monde qu'auparavant, puisqu'avant, c'était à partir de 500 salariés. Maintenant, les PME cotées sont concernés, mais ce n'est pas la même chose que les labels. Le reporting, c'est la transparence extra-financière pour les parties prenantes qui vont regarder quelle est la performance d'une entreprise en allant jusqu'à regarder les données à publication obligatoire de l'entreprise. Le label, c'est un instrument qu'on va utiliser sur les marchés pour prouver une meilleure performance RSE, donc marché des biens et services, marché financier, marché de l'emploi. Et de ce point de vue-là, la réponse que la plateforme RSE a voulu, continue à pousser d'ailleurs, c'est plutôt l'idée, alors je mets énormément de guillemets, de labellisation des labels, c'est-à-dire d'avoir une famille de labels qui, en raison de la pertinence des indicateurs, de la manière dont le label a été construit en associant les parties prenantes et de la robustesse de la manière dont les données sont vérifiées, d'identifier les labels qui méritent d'être soutenus, notamment d'être soutenus par les pouvoirs publics, notamment donc d'avoir des conséquences sur la manière dont les entreprises labellisées sont traitées, à la fois en termes d'accès à la commande publique, de fiscalité, de simplification administrative ou même tout simplement de promotion. Et ça peut organiser un peu le paysage. C'est-à-dire que si on a des labels qui donnent lieu à une reconnaissance, peut-être que c'est une manière de réguler le marché. Je donne un exemple qui est tangent et qui n'est pas le même sujet. La plateforme RSE, donc, qui se voit assez bien jouer ce rôle d'identification de la conformité des labels à un certain nombre de principes, ce qui permettrait donc d'identifier des labels labellisés ou des labels reconnus. La plateforme RSE a été chargée d'organiser ce travail sur les labels de commerce équitable. Alors, ce n'est pas des labels entreprises. Le commerce équitable, ça désigne une filière, donc ce n'est pas exactement le même sujet. Mais de fait, la plateforme RSE est en train de préparer la manière dont elle va reconnaître des labels. Et il faudra être un label reconnu pour pouvoir prétendre qu'un produit est équitable. On peut imaginer la même chose pour les labels RSE, en fait. Un dispositif où l'usage de la référence, alors je ne sais pas si c'est le mot RSE ou le mot responsable, soit conditionné au fait d'être reconnu par un label qui répond à des conditions particulières. C'est une manière d'urbaniser le paysage, avec tout ce que ça implique en plus, parce que les labels RSE, et enfin, chaque définition d'un référentiel emporte une concurrence entre les causes. On le voit tout le temps à la plateforme RSE parce qu'on est saisi sur des sujets assez sectoriels, assez précis, mais les labels RSE habituels ne vont pas très loin dans la définition de chacune des causes qui sont traitées. On vient de travailler sur le sujet des salariés aidants, on a travaillé sur des sujets comme la lutte contre les addictions dans l'entreprise. Ce niveau de finesse de prise en considération d'une thématique est évidemment pas traité par les labels RSE habituels. Donc, ça pose énormément de questions de partir de ce principe-là, de dire qu'il y a des labels qui doivent être reconnus et pas les autres. Mais c'est une manière d'urbaniser le paysage, quoi. Ok, très clair. Et donc ça, vous allez continuer de travailler sur ces sujets à l'avenir? Alors, sur le sujet des labels, oui. Pour dire les choses de manière très claire, le rapport au Parlement, donc, qui est signé par le gouvernement, annonce que la plateforme RSE doit avoir cette mission. Et les conditions de mise en œuvre de cette mission n'ont pas été définies par le gouvernement. J'ai compris que la mise en œuvre de la directive européenne sur le sujet les a invités à temporiser pour éviter de faire deux choses contradictoires en même temps. Mais on s'attend à ce que la plateforme RSE joue un rôle là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Noémie, peut-être, je crois que vous êtes le seul pure player e-commerce aujourd'hui. Oui, bonjour. Oui, effectivement, nous, donc je travaille pour la société Brico Privé, je suis chargée de projet RSE. Et oui, donc du coup, effectivement, on est un pure player. Après, là, tout de suite, comme ça, je n'ai pas de remarques ou de questions particulières.
Vous, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, par exemple, les engagements qui ont pu être présentés dans la charte, c'est des sujets qui vous parlent ou pas forcément? Oui, oui, effectivement, il y a des sujets sur lesquels il y a des vrais questionnements, notamment par exemple les retours, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très importants sur lesquels on travaille. Et je vais me réappuyer effectivement de cette charte pour voir un petit peu les axes et les possibilités que ça peut soulever entre nous. Ok. Alors, s'il n'y a pas de question, moi j'ai une question. On n'a pas du tout parlé de l'impact du numérique dans le cadre du commerce en ligne. Est-ce que du coup c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé ou vous avez conclu que ce n'était pas suffisamment pertinent par rapport au commerce en ligne? Du coup, pourquoi est-ce que ça n'a pas été traité dans le rapport et dans la charte? Alors, c'est effectivement un sujet qui a abordé, par exemple, on a regardé quels étaient les acteurs qui sont signataires des engagements de l'Institut du numérique responsable. Donc, il y a un label thématique sur le sujet. Et par ailleurs, on a identifié que, par exemple, les bonnes pratiques qui conduisent des acteurs du e-commerce à utiliser l'énergie produite par leurs serveurs pour chauffer les entrepôts. Donc en termes de préservation d'énergie. Alors, ce n'est pas complètement évident à traiter parce que parmi les acteurs du e-commerce, il y en a dont une grande part de l'activité porte sur des activités en ligne, le cloud, quoi, qui sont d'ailleurs plus rémunératrices que le commerce en ligne. On l'a... Bon, je ne sais pas comment... Alors, d'abord, la plateforme RSE a fait un gros travail là-dessus. On a fait deux rapports successifs assez conséquents sur les impacts de la transition numérique des entreprises. Donc, je ne peux pas dire que le sujet est ignoré. Ça, c'est des avis qui ont été adoptés en 2020 et 2021. Mais sur le sujet du e-commerce, effectivement, on a mis en avant le fait que certains acteurs ont signé le label, je cherche son nom, je crois qu'il apparaissait dans le slide. Numérique responsable? Dans le tableau. Responsable, c'est ça. Ou Planet Tech Care, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un comparable. Donc, il y a des dispositifs qui permettent de mettre en avant la construction des systèmes d'information, la sobriété numérique du système d'information des acteurs du commerce en ligne. Et donc, des engagements dans ce domaine-là sont évidemment les bienvenus. Et il est exact qu'on ne l'a qu'abordé de manière très tangente dans nos travaux sur les impacts sociaux et environnementaux du commerce en ligne, puisque on a estimé que c'est principalement la livraison et la construction d'entrepôts qui avaient un impact, disons, qui distinguait le commerce en ligne. Mais non, vous avez raison, hein, c'est un sujet. Enfin, c'est un sujet sur lequel on a travaillé d'ailleurs. Donc il y a un enjeu de sobriété numérique et de gestion de l'énergie consommée par l'activité des serveurs du commerce en ligne. Ok. Et en introduction, vous parliez aussi que les entrepôts étaient responsables quand même un petit peu de l'artificialisation des sols, même si ça correspond à moins de 1%. Moins de 1%, oui. Mais du coup, il n'y a pas d'engagement non plus sur cette thématique-là. Alors en fait, je vous ai présenté les engagements qui sont adressés aux acteurs du commerce en ligne, mais parallèlement, une autre charte a été signée par les acteurs de la construction d'entrepôts, qui porte principalement sur le fait de situer les nouvelles constructions sur des zones déjà artificialisées, sur le fait d'utiliser le photovoltaïque, sur le fait de construire, de végétaliser, donc qui vise, et sur le fait de gérer l'écoulement des eaux, enfin qui vise à minimiser les impacts de l'artificialisation des constructions. La principale solution, c'est quand même de construire là où c'est déjà artificialisé, hein, donc de préserver les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ok. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions qui sont venues Il y a une évidence qui n'était pas évidente aux yeux de nos commanditaires, c'est que l'entrepôt du commerce en ligne, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Il y en a quelques-uns
qui correspondent aux acteurs les plus identifiés du commerce en ligne. Mais sinon, la plupart des entrepôts sont utilisés par tous les commerçants, que ce soit en ligne ou en magasin. Et donc, le fait de distinguer entrepôt du commerce en ligne versus les autres entrepôts, disons que ce n'est pas opérationnel. Oui, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Salma, peut-être, ou Julien, Barbara, Anaïs, Sophie, Cédric, Élise, Thomas, du coup, si tu as d'autres questions, vas-y. Oui, non, est-ce que ça serait possible, Gilles, de vous recontacter dans un second temps par email directement? Vous êtes ouvert aux échanges? Bien sûr. Très bien, parfait, merci beaucoup. Du coup, Gilles, si vous en êtes d'accord, je pourrais transmettre votre adresse mail uniquement à nos adhérents. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je suis facile à trouver. Ok. Pas d'autres remarques ou réactions, du coup? Non. Pour moi, c'était hyper clair, hyper intéressant. Puis c'est un sujet, j'avoue, qui a un impact assez important sur l'environnement. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites jusqu'à présent pour aller dans la bonne direction. Puis surtout le sujet des retours. J'avais visité nos entrepôts SMCP et je m'étais effectivement posé la question de vu la quantité de retours qu'on a par an, comment on souhaite baisser l'impact en fait, de ces retours. Et je pense que pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas trop abordé, mais du coup, c'était hyper intéressant d'avoir cette présentation. Et du coup, j'avais une question sur la suite, comment adhérer à la charte. Est-ce que, après, c'est une question qu'on a déjà posée, donc je voulais juste aussi avoir le contact, savoir comment on peut adhérer à la charte, qui on peut contacter pour s'engager. Mais du coup, je pense que ça, c'est bon. Mais en tout cas, hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci, Barbara. Oui, du coup, effectivement, Gilles, vous me transmettrez aussi les informations sur ça et je vous les mettrai sur notre site internet avec la présentation aussi du coup de Gilles. Comme ça, vous retrouverez tous les éléments qui ont été présentés ce matin. Voilà, pour la suite, du coup, donc comme je vous disais, le 12 avril, on a la suite de cet atelier où là, on verra concrètement comment est-ce que Maison du Monde et Fnac Darty ont adressé ce sujet-là. Sinon, la semaine prochaine, on a un atelier justement sur les moyens de livraison en zone urbaine, donc notamment dans les zones à faible émission. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur la décarbonation des systèmes de livraison et donc surtout en fait sur le dernier kilomètre. Voilà, donc on a Urbi, qui est une filiale de La Poste, qui interviendra dessus. Et il y a Nespresso qui présentera aussi ce qu'ils font avec Fred 21, puisque du coup, ils sont engagés dans cette démarche-là également. Ensuite, le 15 mars, on a aussi un atelier, la suite de notre atelier sur la gestion des biodéchets. Voilà, on rentrera un peu plus dans le concret de comment ça se passe et comment on peut trier et collecter correctement les biodéchets, puisqu'en 2024, on va tous être obligés de le faire, y compris dans les salles de pause, etc. Voilà. Le 22, on a un atelier sur le point de vente circulaire, où du coup, là, on travaillera avec EVA Conseil et Oxygène pour identifier une méthodologie de comment mesurer la circularité de son point de vente. Et le 29 mars, on a un atelier avec le collectif Tama et Optique 2000 sur l'ancrage territorial. Donc, comment est-ce qu'on peut cartographier et mesurer son empreinte, son ancrage territorial et comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer sa relation sur son territoire. Voilà un peu pour les prochains ateliers. Je vous remercie à tous d'avoir participé ce matin. Merci beaucoup, Gilles, pour votre présentation. C'était très intéressant. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Au revoir.